Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous de Business and Leaders. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Abdellah Kadili, un grand monsieur qui œuvre beaucoup aujourd'hui dans l'univers de l'éducation et de la technologie, bien évidemment. Un parcours universitaire d'abord en termes d'expertise et de connaissances, mais aussi un parcours au niveau de l'administration, il en parlera tout à l'heure. Aussi une évasion plutôt américaine pendant un certain nombre d'années où il a travaillé également, et on va parler de tout ça ensemble en essayant de faire une focale aujourd'hui davantage sur le système éducatif qui est son expertise, mais qui, comme vous le savez, est un des sujets pour notre pays, pour les générations futures. Abdellah, bonjour. Bonjour Jamal. Merci d'être là avec nous ce matin. Merci à toi de me recevoir. La question initiale est toujours la même pour mes invités, c'est qui es-tu ? Je suis avec beaucoup d'émotion un Marocain, fier de l'être, dans mes tripes, dans mes viscères, qui a grandi ici, à Fès pour commencer, ma naissance, d'origine Essaouira, et puis ensuite Rabat. La dernière année de l'école primaire, le lycée, enfin le collège, le lycée, ensuite l'université, la faculté de droit pour une licence en sciences politiques, ensuite le cycle supérieur de gestion, tout en travaillant. Je suis d'une famille modeste. Tout en travaillant, je faisais cela, donc d'année en année. J'ai commencé ma vie professionnelle véritablement au bas de l'échelle. Et puis, j'ai commencé à grimper jusqu'à devenir responsable dans un établissement public à Rabat, conseiller du directeur général. Et puis, n'apprenant plus rien, je lui ai dit, j'ai été le voir en disant, écoute, je vais partir parce que je voudrais apprendre davantage. Là, je n'apprends plus rien. Et dans sa générosité, il m'a permis de partir aux États-Unis pour faire un doctorat en Business Administration, ce que j'ai fait. Je suis revenu en 83. J'ai repris mes fonctions. Là, j'ai été chargé de la restructuration du secteur que j'ai fait, puisque mon doctorat tournait autour de cela en partie. Et puis ensuite, j'ai été appelé à assurer la direction de cabinet d'un ministre, le ministre des Affaires administratives, pour devenir ensuite le premier directeur d'administration centrale, directeur de la réforme administrative. Et pendant les 7 années de cette direction, longues années, avec une confiance extraordinaire et un encadrement de cet homme que je n'oublierai jamais, j'appelle et je prie pour lui, c'est Abdelrahim Nabdjelil, qui est un grand juriste, un grand avocat que je salue d'ici, qui est parti. Nous avons ensemble fait plusieurs choses. D'abord, nous avons donné des organigrammes à toutes les administrations, avec des définitions de tâches, etc. Nous avons lancé la formation au sein de l'administration en faisant appel à l'expertise de l'administration. Donc nous sommes mis en travail, en contact avec les directeurs d'administration centrale en leur demandant d'assurer des séminaires. Donc nous avons eu des gens qui sont aujourd'hui wali, gouverneurs, président de la Cour des comptes, etc., qui ont encadré des séminaires à l'École nationale de l'administration publique à Rabat. Pourquoi ? Pourquoi ces expertises ? Parce que ça permettait à des cadres d'être en contact avec des responsables, ce qui leur permettait de discuter, voire de parler de dossiers en marge des séminaires et de contribuer à cette dynamique de transformation. L'administration publique allait au fur et à mesure. Nous avons informatisé l'administration. Nous avons contribué... Tu peux oui. Entendre que quand tu dis ça, ça va faire sourire beaucoup de gens. Aujourd'hui, l'administration, quand on dit elle est informatisée, est-ce que objectivement, en 2025, c'est réellement le cas aujourd'hui? Et le retard dont on parle tous, quand je dis les acteurs, les investisseurs, on dit souvent que l'administration est un peu en retard, à part celles qui ont pris un peu d'avance, comme la douane, comme les impôts, qui sont digitalisés. Quelle est ta lecture par rapport à ça? En fait, c'est le même problème qui s'était posé à nous. Nous étions le ministère des Affaires administratives, donc nous étions le deuxième pilier, le ministère des Finances étant le premier, le ministère des Affaires administratives qui devait garder la régularité, la légalité
des actions de l'administration, alors que le ministère des Finances, lui, finançait. Et donc, il y avait cette collaboration entre les deux départements. Et lorsque nous avons posé la question, mais attendez, nous avons un problème. Quand nous recrutons, quand les départements ministériels recrutent, chacun recrute selon son timing. Il y en a qui arrivent à le faire en 2 mois, il y en a qui n'arrivent à le faire qu'au bout de 6 mois, 7 mois, 8 mois, pour régulariser la nouvelle recrue. Et il fallait donc gérer de manière homogène. Et là, nous avons travaillé sur la gestion intégrée du personnel de l'État, le GIPE, dans le temps. Donc il faudrait que cette informatisation, qui connaît des retards et des avancées, puisse se faire de manière homogène. Il faudrait qu'on se mette autour de la table, encore une fois, et pour dire nous allons avancer ensemble. Oui, effectivement, la douane a avancé pour des considérations que tu connais. Les impôts ont avancé magnifiquement bien pour les mêmes considérations. Il faudrait que toutes les administrations puissent avancer au même rythme. Je vais te raconter une petite expérience, si tu permets. Les lauréats de l'École nationale d'administration publique étaient des fonctionnaires à part entière. Dès qu'ils sortaient, ils étaient affectés par la direction de la réforme, bien entendu avec la signature du ministre, aux différentes administrations. On donnait aux lauréats le choix dans le temps. Les premiers choix étaient ministère des Finances, Affaires étrangères, etc. Quel était le ministère qui recevait les derniers, ceux qui étaient au bas du classement? C'était le ministère des Affaires administratives. Et dans le temps, on avait décidé avec le ministre, pourquoi? On va prendre les premiers, pour que ce ministère aussi ait des cadres de bon niveau, de haut niveau. Certains n'étaient pas d'accord, mais nous avons réussi par la suite à homogénéiser. Il faudrait qu'on fasse la même chose. Alors justement, comment peux-tu expliquer qu'aujourd'hui, en 2025, parce qu'on sent que cette histoire de modernisation de l'administration, c'est un espèce de serpent de mer depuis des années. On est toujours à l'ère où la signature électronique n'est absolument pas valide partout, et quasiment pas du tout. On est à l'ère où on est encore, alors qu'il y a des textes qui ont été votés, où il faut toujours légaliser. Est-ce qu'à un moment donné, on va vraiment y être, on va accélérer cette modernisation et ce changement de paradigme qui est nécessaire? Parce que les nouvelles générations ne peuvent pas comprendre ce côté, cette lourdeur administrative du quotidien. Écoute, l'administration ne peut se transformer que par la formation, que par l'amélioration des compétences. Elle ne peut pas se transformer de l'extérieur. D'où la nécessité impérieuse de lancer une sorte de grande action de formation, d'interaction, de renforcement des compétences du cadre administratif. Et ça, à mon sens, est un must aujourd'hui, comme il l'était dans le temps où nous étions au ministère des Affaires administratives. Il appartient aux différents départements de lancer cette transformation interne. Souvent, on parle de réforme administrative et c'est un terme qui me gênait. Parce que la réforme, selon moi, a un moment de départ et un temps d'arrivée. La transformation est continue. Elle est quotidienne. Elle est à court, moyen et long terme. Elle se fait dans le temps et elle se fait dans l'espace. Quelle administration nous voulons? Là, c'est une question à laquelle il faut répondre. Nous voulons pour aujourd'hui, nous voulons pour demain, et dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Et cette administration se fait avec ceux qui la peuplent, avec ceux qui en ont la responsabilité. J'entends, Abdullah, mais à la question « Quelle administration voulons-nous ?» Sa Majesté a déjà répondu. Il a dit quelle administration il voulait. La question, encore une fois, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'arrive pas à exécuter cette ambition en feuille de route et pourquoi on n'arrive pas à mettre en place cette transformation culturelle dont tu parles. À savoir, il faut effectivement former, il faut faire une conduite de changement, mais ça fait des années qu'on en parle. Et aujourd'hui, l'urgence est là. Encore une fois, on est en 2025, on est encore dans des tracasseries administratives du quotidien. La diaspora elle-même se plaint de cette lourdeur administrative. Donc, et ce sera la dernière question sur cette histoire de réforme administrative, c'est toi qui as cette expérience-là, si tu devais me résumer en 2 ou 3 points, les freins qui font qu'on n'y arrive pas encore, ou on n'arrive pas à accélérer. Jamal, nous sommes un pays jeune. Et quelle histoire nous avons, en dehors bien entendu de l'histoire millénaire de notre dynastie. 12 siècles, c'est pas rien. Et nous sommes un pays jeune. Dans Démographiquement. Dans notre fonctionnement. Il y a une confiance qu'il faut faire aux éléments qui sont à l'intérieur de l'administration.
Il y a des choix de développement qu'il faut prendre. Il faut les prendre avec conscience, responsabilité et discernement. Et il y a également des décisions également à prendre de quelle transformation nous voulons et dans quel temps il faut le faire. Je pense que c'est en train de se faire. Ça prend du temps parce que nous avons plusieurs challenges, nous avons plusieurs défis auxquels notre pays, notre administration fait face. Et donc, ces challenges étant, il y a des retards, il y a des tâtonnements qui sont là et qui font que nous sommes dans la situation. C'est quoi ces 2 ou 3 défis précisément? Toi qui connais l'administration, entre guillemets, de l'intérieur, c'est quoi? OK. Parmi les défis que nous avons sont ceux de quels outils devons-nous prendre, quelle formation devons-nous donner, quelle structure devons-nous avoir aujourd'hui et à quel niveau de responsabilité les décisions doivent-elles se prendre. Quelle structure les départements ministériels... Tiens, directeur de cabinet du ministre, dans le temps, je pensais, et je l'avais défendu, qu'un poste au sein des départements ministériels ne devait pas exister. En l'occurrence, le secrétaire général. Je me rends compte à terme, je me suis rendu compte dans le temps que ça faisait des blocages dans le temps et que le directeur devait être suffisamment compétent, suffisamment responsabilisé pour répondre et pour exécuter exécuter les orientations du ministre. Depuis, dans cette période, un texte avait été pris pour renforcer les positions des secrétaires généraux. Je pense qu'il faut revoir ce texte. Il faut le revoir avec discernement. Il faut le revoir en nous projetant 5 ans, 10 ans dans le temps. Peut-être en renforçant le rôle des secrétaires généraux, mais en le clarifiant, de manière à ce que ça soit véritablement le garant et la dynamo du département. Donc là, tu poses un sujet effectivement de gouvernance en général du dispositif administratif national. Qu'est-ce qui a présidé à la création de la fondation Temkin? Et qu'est-ce que c'est d'abord Temkin? Je voudrais parler de ce qui a présidé à la... Écoute, moi, je te disais tout à l'heure, avant le commencement de cette émission, dont je te remercie, que je suis le produit de l'école publique, total. Je suis le produit total de l'école publique. J'en suis fier. Moi, je suis d'une famille modeste, comme je le disais. Et donc, pendant tout ce processus, avec l'âge que j'ai aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte, avec quelques amis, qu'il était temps de rentrer, ce que j'ai fait. Je suis parti 2 fois, donc je suis rentré. Et qu'il fallait donner un peu. Il fallait rendre un petit peu ce que le pays nous a donné. L'idée était initialement de créer une association et de travailler sur Rabat. Et j'avais dit, moi, Rabat, d'accord, mais c'est petit. Il faudrait que nous allions plus loin. Donc nous avons pensé une fondation. Et l'idée de Temkin n'est pas venue de moi. Moi, j'avais une autre appellation, mais un des membres de ce groupe constitutif a dit appelons-la Temkin. Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Dans le temps, mon arabe n'était pas au point où il est aujourd'hui. Je me suis remis à l'arabe depuis. Et je me rends compte de l'impact de l'appellation. Temkin, c'est donner les moyens, c'est empower. Alors, notre volonté, notre désir, notre engagement, c'est de donner les moyens aux jeunes de notre pays pour être compétents, pour avoir les compétences requises pour faire face à un certain nombre de défis et pour entrer dans le champ de l'emploi avec ces compétences pour contribuer au développement économique et social de notre pays. Voilà pourquoi nous l'avons fait. Et nous nous sommes dit, attendez, mais si nous allons le faire comme tout le monde, c'est pas la peine. Il faudrait qu'on le fasse différemment. Et différemment, c'est enfourcher les technologies de l'information et de la communication. Nous avons commencé avec le soutien scolaire. Et nous avons pris 2 tests, Sghirat Mara et Sidi Slimane. Et les résultats étaient époustouflants de l'avis même et de la déclaration même du directeur de l'Académie régionale Rabat Saleh Kenitra dans le temps, qui a dit, écoutez, c'est extraordinaire.
Et ce que nous avons constaté, c'est qu'il suffisait d'un petit fine-tuning. Expliquer, par exemple, ce qu'est une équation. Par exemple, ce qu'est un X dans une équation. Et ça permettait aux élèves de comprendre et donc de rendre des résultats meilleurs. De ce test-là, nous nous sommes dit que nous avions quelque chose, que nous allions améliorer l'éducation, pensant que le soutien scolaire allait le faire. Et nous nous sommes très vite rendus compte que non. En travaillant seulement sur le soutien scolaire, on améliorait les niveaux de ceux qui étaient dedans. Mais en fait, l'éducation ne se résume pas, et ne se résumait pas dans le temps, et aujourd'hui encore moins, au soutien scolaire, à un groupe d'élèves. L'équation, c'est une série, l'éducation, c'est une série de variables qui impactent l'amélioration ou non de l'éducation. D'où l'équation de Temkin pour l'amélioration qualitative de l'éducation. Y étant l'éducation, sans amélioration et fonction d'un certain nombre de variables. L'élève, l'établissement, l'enseignant que nous considérons une pierre angulaire, véritablement la clé de voûte de toute amélioration, les parents également, les autorités locales, les académies régionales, les directions provinciales, responsables et autres. Mais véritablement une série... un écosystème. Absolument. Et toute amélioration d'une de ces variables et dans son interaction avec les autres variables ne peut pas ne pas entraîner l'amélioration du système. Parmi les outils dans le temps, c'était les technologies de l'information et de la communication, et je vais expliquer. Vous mettez des élèves dans une salle avec un rétroprojecteur ou avec une caméra ou avec une télévision, ce que vous voulez, et l'enseignant, l'encadrant, partout où il est, peut apporter un soutien à ses élèves. Qu'il soit à Oujda pour des élèves à Agadir, qu'il soit je ne sais pas, à Guelmim pour des élèves à Birgundouz, etc. Cela ne change rien. Les technologies étaient utilisées à bon escient pour améliorer. Et nous avions quelque chose. Et les parents en souscrit. Et nous nous sommes dit, mais comment nous allons expliquer ça? Comment nous allons faire? Eh bien, allons sur le terrain. Ça nous permet de comprendre. L'éducation ne se fait pas à Rabat uniquement, à Casa ou à Agadir ou à Oujda. Elle se fait partout. Et les comportements sont différents. Les comportements des parents sont différents. Les comportements des enseignants sont différents. J'ai une expérience à Sazag, où nous nous étions réveillés à 6 heures du matin parce que nous avions une formation à assurer aux enseignants. Parce que nos caravanes comportaient l'encadrement des enseignants, l'explication aux élèves, des réunions avec les parents, avec les responsables des établissements et également avec l'autorité locale. Et je salue tous les gouverneurs que j'ai rencontrés lors de ces 64 caravanes que nous avons organisées. Et ce matin, à 6 heures du matin, il y avait des groupes d'élèves sur des bicyclettes qui n'avaient pas de frein, pas de lumière, rien, mais qui pédalaient pour aller à l'école, habillés avec des tabliers. On les entendait à peine. Et pourtant, elles discutaient entre elles et c'était majorité des filles. Voilà un autre visage de l'éducation dans notre pays. Donc, chaque fois que nous revenions, nous améliorions notre approche de cette équation. Eh bien, depuis, l'équation s'est développée. Depuis, l'équation est devenue utilisée ailleurs, pas uniquement au Maroc, parce qu'elle a été présentée dans un certain nombre de pays africains, en Europe et dans d'autres pays. Aujourd'hui, chaque variable de l'équation est dotée d'outils IA et dotée d'outils, ce qu'on appelle les plateformes Temtech. Ce sont des plateformes de soutien, des plateformes d'orientation, des plateformes de bourse, des plateformes d'encadrement et des plateformes d'interaction et des plateformes de séminaires. Alors, voilà un peu le schéma. Avant d'aller dans le détail de ça, sur la base de ces caravanes, du travail que la Fondation a fait, je voudrais là aussi que tu me donnes les 3-4 éléments qui, d'après ta lecture ou celle de tes partenaires, font qu'on en est encore à dire aujourd'hui que notre système éducatif ne fonctionne pas très bien. Quelles sont, puisque tu parles de variables, quelles sont ces 3 ou 4 variables sur lesquelles il va falloir vraiment mettre le turbo si on veut
préparer les générations futures pour un Maroc beaucoup plus inclusif. C'est quoi ces variables? Pourquoi ça ne fonctionne pas ou pourquoi ça ne fonctionne pas assez bien et assez vite? Moi, je pense que quand on revoit l'équation de Tsepkine pour l'amélioration qualitative de l'éducation, je disais tout à l'heure que l'enseignant est la clé de voûte du système. Il faut le remettre au centre mais pas de la même manière. Il faudra donc assurer son encadrement, sa responsabilisation, hein, mais il faudrait prendre en charge ses problèmes. Il faudrait prendre en charge ses problèmes de transport. Il faudrait prendre en charge ses problèmes de santé. Il faudrait prendre en charge tous les problèmes dont il souffre et qui l'empêchent de se concentrer à 100% à l'action d'encadrement, de formation. Mais il faudrait également réaliser une transformation de cet enseignant qui n'est plus la source du savoir, qui doit devenir la source de l'encadrement, de l'accompagnement, et qui doit être en pleine possession des technologies de l'information et de la communication dans leur côté positif, qui doit être enseigné et introduit à l'intelligence artificielle, mais encore une fois, de manière conséquente, de manière éthique et responsable. Mais est-ce que la dimension idéologique du corps enseignant ou de la pédagogie n'est pas le véritable frein à la réinvention d'un système éducatif dont nous avons besoin en urgence? Est-ce que ce n'est pas ça le sujet? Moi, je ne retiens pas, je ne voudrais pas dire réinvention. Écoute, nous ne vivons pas en vase clos, nous ne vivons pas tout seuls dans ce monde. Il y a des pays qui, il y a quelques années, étaient bien derrière notre système éducatif. Aujourd'hui, ils sont à l'avant-garde. Le Rwanda, la Finlande, la Chine, l'Inde, qu'est-ce qu'ils ont fait pour devenir aujourd'hui à l'avant-garde en matière d'éducation? Eh bien, regardons ce qu'ils ont fait et voyons comment est-ce que nous pouvons l'adapter. Et parmi les choses que ces pays ont fait, c'est de restituer sa dignité, restituer sa respectabilité, restituer son rôle central à l'enseignant, tout en le formant, tout en le responsabilisant, tout en le... Il y a cette discussion entre Angela Merkel, quand elle était à la tête de l'Allemagne, et un médecin qui est venu lui dire, écoutez, ce n'est pas normal, nous sommes au même niveau que les enseignants en termes de salaire, etc. Elle lui a dit, écoute, ils devraient être mieux que vous, parce que si ce n'étaient pas ces enseignants, vous ne seriez pas là en train de me parler. Et donc, il faudrait repenser le rôle de l'enseignant. Il faudrait repenser la position des parents en termes de valeurs, en termes d'accompagnement. Moi, je suis peiné quand je passe à côté d'un certain nombre d'établissements scolaires, quand je vais à la fondation, et je vois les parents porter le cartable et donner le cartable à l'entrée de l'école et attendre leurs enfants prendre le cartable et l'amener dans la voiture ou à la maison. Alors, en fin de compte, qui est responsable de ce qu'il y a dans ce cartable? Est-ce que c'est l'élève? Dans le temps, nos parents ne portaient pas ça. On était enseignés par nos parents à prendre en charge, à être responsable de ce contenu, de ce petit cartable qu'on portait. Donc, il faudrait rétablir le rôle de l'enseignant, à mon sens, et l'équation le fait. En donnant les outils à tous ceux qui nous pratiquent, à tous ceux avec lesquels nous sommes en action et en interaction pour travailler. Aussi bien les plateformes de notre partenaire Tamtec pour l'interaction virtuelle en mode synchrone, que les plateformes d'éducation, que celles de suivi, d'orientation, que celles des portes ouvertes. Voilà. J'entends le point, même si, bien évidemment, je peux ne pas tout partager avec ton propos. On est là pour discuter. Mais aujourd'hui, moi, je ne pense pas que ça soit qu'une affaire matérielle pour améliorer, on va dire, le mindset de l'enseignant, parce que je pense qu'il y a une affaire idéologique, d'où ma question. Est-ce que la sanctuarisation, justement, de l'éducation aujourd'hui dans notre pays n'est pas une des principales solutions pour sortir de l'idéologie et accélérer les réformes? Écoute, Jamal, il n'y a qu'à voir ce que notre pays fait au niveau d'un certain nombre de départements qui sont dans cette dynamique. Les affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Sortir le ministère permettrait la continuité dans l'action, dans la vision. D'accord ? Sa Majesté le Roi a déclaré l'éducation nationale
deuxième priorité nationale après l'intégrité territoriale. Il faudrait que tout le monde en soit conscient. Et il faut que cette déclaration soit déclinée sur le terrain. Il y a des tentatives, pour certains excellentes, pour d'autres, elles méritent d'être revues, mais elles méritent d'être revues dans leur mise en œuvre, dans les moyens qui leur sont alloués et également dans les perspectives, dans le temps qu'il aurait alloué pour se réaliser. On ne peut pas du jour au lendemain à chaque fois changer de cap. Il faudrait qu'on sache cap garder, bien entendu, avec des correctifs. Et ces correctifs se font avec tous les intervenants, avec la participation de tous les intervenants. Alors, justement, est-ce que le Conseil supérieur de l'éducation ne peut pas être un des gendarmes de cette exécution de la feuille de route? Je ne dirais pas le gendarme. Je dirais que le Conseil doit avoir un rôle plus décisif dans l'action. Un rôle consultatif n'est peut-être pas. Je pense que le temps est révolu aujourd'hui pour que ce Conseil reste tel qu'il est. Il faudrait le revoir, il faudrait lui donner plus d'impétus pour suivre, pour accompagner, pour éventuellement contribuer à redéfinir. Voilà. Très bien. Alors, restons dans la thématique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est notre vie d'aujourd'hui, c'est notre vie de demain, bien évidemment. Comment impacte-t-elle, ou va-t-elle impacter, ou devrait déjà avoir impacté le système éducatif, la pédagogie, et comment la Fondation, elle, travaille sur ces questions-là pour apporter une solution plus massifiée de l'éducation? Écoute, il faut considérer que l'intelligence artificielle est un outil. Un outil dont l'utilisation doit se faire de manière conséquente, réfléchie, responsable et éthique. Et ça, c'est important. Pour que ceci se fasse, il faudrait que nous encadrions nos enseignants à le faire, à prendre l'outil, à l'utiliser sous ces conditions. Conséquente, responsable et éthique. C'est fondamental. Nous brassons, quand nous sommes à la Fondation, quand la CNDP a commencé à être ce qu'elle est aujourd'hui, à faire un travail extraordinaire, nous avons pris contact avec son président, c'est Omar Sarouchni. Et je lui ai dit personnellement, Monsieur le Président, nous brassons beaucoup de data. Je voudrais venir vous voir et vous demander de nous aider à nous protéger de tous les aléas. Ça a entraîné un partenariat avec la CNDP que nous avons porté avec nous partout où nous allons. Je pense que cet acte responsable doit être généralisé partout. Parce que dans une discussion téléphonique avec quelqu'un un jour, je disais, écoutez, il faut éviter que notre data soit ailleurs. Il a dit, de toutes les manières, elle sera toujours chez quelqu'un. Et ce laxisme est quelque chose à éviter. Et pour l'éviter, il faut former. C'est ce que nous faisons à la Fondation Temkin. Nous sommes en interaction avec notre partenaire technologique stratégique et toutes nos plateformes aujourd'hui intègrent de plus en plus l'intelligence artificielle, mais de manière responsable et éthique. Okay. D'accord ? La data est protégée. Je sais, par la recherche de mes collègues à la Fondation, qu'un certain nombre de plateformes commerciales vous disent que ce que vous échangez sur leur plateforme leur appartient. Et donc, elles peuvent en faire ce qu'elles veulent. Et c'est écrit, c'est là. À partir du moment où vous ouvrez une salle virtuelle sur ces plateformes, eh bien, tout ce que vous direz, tout ce que vous échangerez, documents ou n'importe quoi leur appartient et ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Je pense que la dimension éthique est fondamentale. Absolument, absolument. La dimension éthique entraîne la responsabilisation de son propre gré et également dans son interaction avec les autres. Il faut que nous nous rendions compte que au sein de l'éducation nationale, c'est des millions qui sont concernés. Non seulement les élèves, les étudiants, etc., mais les parents également. Nous avons 8 500 000, give or take, élèves. Eh bien, il y a 8 500 000 familles. Et donc, quand quelqu'un est laxiste par rapport à la data échangée, s'agissant de ces milliers, centaines de milliers, etc., il met en péril l'avenir de ces jeunes
Très bien. Voilà. Maintenant, concrètement, comment l'IA, aujourd'hui, comment vous abordez au sein de la Fondation l'IA de manière concrète et opérationnelle pour aider les enfants et les familles? Jamel, prenons par exemple le soutien scolaire. Fin octobre, il se fera par des agents IA qui accompagnent les élèves tout au long de leur processus scolaire. On résume, ça veut dire qu'avec la Fondation, vous avez travaillé sur un agent IA qui va être un coach éducation. Pour chaque élève. Pour chaque enfant. Oui. Quel qu'il soit, où qu'il soit, où qu'il habite. Donc ça, c'est concret, ça va se mettre en place très rapidement. Fin octobre. Donc un agent IA pour chaque enfant. Absolument, absolument. Magnifique. Absolument. Regarde l'impact. Regarde sur le coût. Mais il faut comprendre comment ceci est en train d'être fait. Il ne s'agit pas d'une sorte de soutien, mécanique. Pour ça, tu fais ça. Non, non, non. Il s'agit de l'identification des lacunes par des tests de manière continue, d'un travail pour combler ces lacunes, que ce soit en maths, en physique-chimie, en sciences de la vie et de la terre. Nous aurons fini les STEM dans une semaine ou deux et commencé la phase de test. Et nous passerons aux langues, nous passerons à la philosophie, nous passerons à tous. Et c'est pour cela que tout à l'heure je disais, l'intelligence artificielle est un outil. Il faudrait que nous l'utilisions de manière conséquente, responsable et éthique. Et c'est ce que nous faisons à la Fondation. Il n'est pas question de créer des machines collectant de l'information, transformant nos élèves en automates. Devant une situation A, je réponds par la réponse B. Non, ce n'est pas ça. C'est un renforcement des compétences faisant appel à l'intelligence artificielle. Comment ce coach éducatif individuel que chaque enfant va pouvoir aura la chance d'avoir avec lui, comment ça rentre en complément avec le prof dans la classe ou l'instituteur dans la classe, etc. Comment cette mécanique est-elle intégrée dans le dispositif? Eh bien, c'est TAMTRAC. TAMTRAC, c'est tout un processus. C'est le soutien, c'est l'accompagnement et l'encadrement. Et là, le rôle de l'enseignant est fondamental en termes d'encadrement. C'est le suivi, c'est l'orientation, c'est les portes ouvertes. C'est une série qui est en train de se réaliser, qui prend de l'entrée jusqu'à la sortie en impliquant l'enseignant. Tamtech Edu, qui est une plateforme actuellement, aujourd'hui, en présentation à El Jadida, à un groupe d'établissements scolaires, Tamtech Edu a été élaboré pour donner les moyens à l'enseignant d'être en totale interaction avec ses élèves, avec ses étudiants, de manière continue, à tout moment. Il suffit que l'élève se connecte à la plateforme, clique sur un lien et il est en contact avec son enseignant. Il peut poser des questions, l'enseignant peut le recevoir partout, à n'importe quel moment. Voilà. Ce dispositif, est-ce qu'il a été réfléchi, co-construit avec l'Éducation nationale ou uniquement entre guillemets, en laboratoire au sein de la Fondation? Non, il n'a pas été construit en laboratoire. Il a été construit grâce aux 64 caravanes que nous avons réalisées sur le terrain. Nous préparons à réaliser 6 caravanes. Et nous réaliserions des dizaines de caravanes par an si nous avions les moyens. Justement, mais ces moyens, eût-il fallu encore avoir le partenariat d'un ministère de l'Éducation nationale? Parce que c'est une révolution, ce coach éducatif. Nous sommes partenaires de l'ensemble des académies régionales. Je voudrais rappeler quelque chose que le ministre Hamzazi avait fait dans le temps. Et je le salue pour ça et je le salue pour le soutien qu'il nous avait apporté. Il avait, en 2019, émis une circulaire, je pense que c'est en mars 2019, le 18 mars 2019, demandant à l'ensemble des académies régionales d'ouvrir les salles créées grâce au programme GENI, à l'initiative Tzemkin, et au soutien particulièrement au programme Tzemkin Tutoring. Et ça, c'était quelque chose de fantastique.
Et avec ça, nous avions pu, et nous avons ajouté de notre côté des salles multimédia, ce que nous appelons les salles Temkin. Aujourd'hui, le nombre varie entre 3000 et 3200 salles. Il faudrait renforcer cela. Il faudrait que tous les établissements scolaires aient des dizaines et des dizaines de salles, de manière à ce que les élèves puissent être en contact avec d'autres expertises, non seulement celles au sein des établissements, mais celles à l'extérieur des établissements. Cela permettra également aux enseignants d'être connectés les uns avec les autres. C'est tout un écosystème dont il faut renforcer les ressources et la connectivité. C'est ce que nous faisons avec Temkin. Oui, mais là, moi, ce qui m'interroge, parce que je trouve encore une fois assez révolutionnaire d'avoir cet agent IA qui devient un coach éducatif pour massifier, en tout cas, et donner plus de chance à l'ensemble de nos enfants à travers le Maroc. C'est pourquoi, aujourd'hui, cette scalability, cette montée en échelle, n'est pas soutenue par le ministère de tutelle. Je ne parle pas des partenariats avec la REV qui ouvrent leurs portes, etc. Je parle de l'aspect subside, bien évidemment, pour aller encore plus loin, parce que ça reste pour moi une révolution dans le monde d'aujourd'hui, ça. Moi, je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire. Nous sommes en contact avec le département directement, avec différents responsables. Je pense que ça ne saurait tarder, puisque nous avons communiqué au niveau du ministre lui-même, et nous nous attendons à tout moment à avoir des séances de travail avec les responsables. Nous sommes conscients d'un certain nombre de problèmes auxquels le ministère fait face. Et donc, nous souhaitons faire partie, accompagner, présenter ce que nous sommes en train de faire. Je suis persuadé que ça apportera un soutien énorme à cette dynamique de transformation. Et donc, ces contacts se matérialiseront, nous le souhaitons, bientôt. Ça coûterait combien à un enfant d'avoir son coach IA? Par an? Oui. 2000 dirhams. Donc, vraiment, c'est rien. Donc, c'est rien. Mais avec les moyens, ça lui coûterait rien. Rien du tout. Non, mais ça veut dire, c'est important ce chiffre-là, parce que aujourd'hui, souvent les parents font appel à des profs de soutien. D'ailleurs, c'est devenu un business. Il y a des profs qui sont jugés partis puisqu'ils font le soutien à l'enfant et l'enfant est dans leur classe, donc c'est compliqué. Ouais. Et en général, c'est de 300 à 400 balles de l'heure. Ouais. Donc ça veut dire, admettons que c'est 2 heures par semaine, ça fait beaucoup d'argent. C'est un marché qui va s'écrouler, comme d'autres marchés où la technologie est venue s'inviter, bien évidemment. Donc 2000 dirhams par an, c'est effectivement rien. Mais comment ça sera vraiment accessible même à ceux qui sont les plus démunis? Parce que la technologie, c'est aussi ça. C'est aussi avoir, comment dirais-je, une visée inclusive. Comment, technologiquement et surtout financièrement, ça peut être pondéré par des financements autres que ceux de la Fondation. Bon, Temkin n'est pas né pour faire de l'argent, pour personne. Certainement pas pour son président, qui continue à en sortir de sa poche. Parce que c'est sa façon de donner, de rendre à mon pays. Temkin est là pour apporter un soutien et une contribution à cette transformation que nous appelons de nos voeux et de notre action depuis de longues années. J'ose croire que les actions entreprises actuellement généreront suffisamment de ressources pour que des élèves, et j'en ai des exemples, j'en ai plein d'exemples comme ça, que des élèves qui n'ont pas les moyens puissent avoir le soutien dont ils ont besoin sans avoir à peiner davantage les ressources de leur famille. Et donc cette relation entre Tamtec et Temkin permettra d'aider un peu et d'aider de nombreux élèves. Lorsque nous avons fait développer la plateforme Bourse, qui l'année dernière a reçu 919 candidatures pour des bourses d'excellence et de mérite, et cette année 9667 candidatures. Nous l'avons fait de manière bénévole et de manière conséquente et engagée.
Et cette plateforme a révélé des élèves qui n'ont pas de moyens, absolument aucun moyen, vraiment aucun moyen. Et je me rappelle, en 2019, nous étions à El Jadida pour féliciter des élèves qui avaient suivi un programme, qui avaient suivi un programme avec nous, financé par l'Initiative nationale pour le développement humain, 20 élèves, 19 des filles et un garçon. Et parmi ces élèves, je posais la question, il y en avait une qui avait eu 19,4 de moyenne sciences physiques. Et je lui ai posé la question, qu'est-ce que tu veux faire? Et elle me dit, je vais faire l'ISTEA. Et j'étais véritablement choqué. Pourquoi tu veux faire l'ISTEA? Parce que sa mère me dit, me chuchote à l'oreille, parce que nous n'avons pas les moyens. J'ai demandé à cette fille si elle voulait faire le pari avec moi de faire intelligence artificielle. Et elle m'a dit, mais moi je n'ai ni bourse ni rien du tout, je ne veux pas être dans le détail. Je suis sorti. Et si tu permets, je voudrais raconter cette histoire. Et j'ai appelé le président de Remède de Fès, Mustafa Bousmina, dont je serai toujours redevable. Je lui ai expliqué. Il m'a dit, je lui donne une bourse entière. J'ai dit, c'est pas suffisant. Parce que sa mère ne veut pas s'en séparer. Il m'a dit, sa mère habitera avec elle. J'ai dit, c'est pas suffisant. Sa mère n'a pas les moyens. Il m'a dit, je lui donnerai à sa mère un soutien. Cette jeune est aujourd'hui ingénieure en intelligence artificielle. Elle travaille dans une grande société, pas très loin de Rabat. Voilà. Des exemples comme ça, on en a plein. Un avec très récent, avec l'Université internationale de Rabat. Une fille dont le père n'a pas le sou. Ils ont fait le pari, ils lui donnent une bourse entière. Donc, il y a des possibilités. Il y a des possibilités un petit peu partout. Et j'en appelle, à travers ce podcast, à tous ceux qui veulent s'embarquer avec nous. Et je salue le fait que c'est Rachid Ben Mokhtar, ancien ministre de l'Éducation et l'un des premiers présidents de l'université Al-Akhawayn, d'avoir accepté d'être le président d'honneur de la fondation. Ça nous apporte un soutien moral et même un soutien réel extraordinaire. Je salue tous les vice-présidents, dont toi-même, qui ont rejoint la fondation et qui, aussi bien des États-Unis, d'Inde, d'Europe et d'ailleurs, qui sont venus, croyant en ce que nous sommes en train de faire, apporter leur soutien moral. Et c'est fondamental pour notre action. Et je suis persuadé que ce soutien ne manquera pas de générer du soutien matériel pour la Fondation. Si on devait résumer sous forme de doctrine les 3-4 éléments qui nous mettraient dans une prospective d'espoir, c'est quoi les 3-4 éléments ou les ingrédients qu'il faut mettre en place? Parce que là, tu as parlé d'enjeux financiers pour les enfants, pour les familles, tu as parlé donc de la technologie, tu as parlé de l'enseignant comme un pilier fondamental, etc. Si on devait demain, d'ailleurs, bientôt les élections l'année prochaine, n'est-ce pas? S'il devait y avoir une feuille de route d'un programme politique en 4-5 points clés, d'après toi, qui ferait qu'on pourrait enfin sortir de l'ornière. Tu as parlé de sanctuarisation de l'éducation. Et je pense que la déclaration de Sa Majesté, la conséquence, c'est la sanctuarisation de l'éducation, de manière à ce qu'on ait une feuille de route pour des années. Si Cheikh Ibn Moussa avait établi une feuille de route où il avait retenu 4 variables de notre équation, à savoir l'établissement, l'élève, l'enseignant et les parents. Je pense qu'il faut ajouter d'autres variables, mais ça, c'est fondamental. Deuxièmement, donner un rôle plus conséquent au Conseil supérieur de l'éducation et de la formation, de manière à ce qu'il soit le garant, j'allais dire le timonier, mais le garant des actions prises à court, moyen et long terme, et qu'il puisse en faire l'évaluation en toute objectivité, en toute conséquence, avec les uns et les autres. Troisièmement, impliquer les enseignants, renforcer leur rôle, transformer ce rôle. Plutôt que d'être la source du savoir, devenir l'encadrant, devenir l'accompagnateur. Quatrièmement, utiliser les technologies de l'information et de la communication et l'intelligence artificielle avec conséquence, avec responsabilité et avec discernement.
Nous avons aujourd'hui, et je le dis avec beaucoup d'objectivité, nous avons aujourd'hui à la tête du ministère de la Transition numérique une personne compétente. Véritablement, pour une fois. Je salue son travail sur le terrain. Il faudrait qu'elle ait les moyens pour également être impliquée au niveau de l'éducation, pour devenir la référence en la matière, le conseiller en la matière. Et autour d'elle, un certain nombre d'experts qui viendront apporter un éclairage au département de l'éducation. Comment, en s'inspirant d'expériences outre-mer, outre-Atlantique et en Asie, pour transformer notre système. Nous sommes en train de faire des choses extraordinaires en matière d'infrastructure. Il va falloir qu'on fasse la même chose au niveau de l'éducation. Voilà. Les prochains défis de la Fondation? Nous sommes en train de l'engager au niveau de l'Afrique. Nous avons, lorsque nous sommes retournés à l'Union africaine, avec ce geste symbolique de Sa Majesté le Roi, c'était une déclaration de dire nous sommes de retour, mais nous ne sommes pas de retour de manière symbolique. Nous sommes de retour pour travailler avec l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est notre continent. Et sans cela, nous ne ferons pas grand-chose. Et nous le voyons aujourd'hui pour différentes questions, notamment pour la question de notre intégrité territoriale. Les prochains défis sont au niveau national, et donc être de plus en plus impliqués, main dans la main avec le département et d'autres départements, au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, mais particulièrement et également au niveau de l'enseignement supérieur, parce que nous avons créé aujourd'hui un certain nombre de programmes pour être en action avec l'enseignement supérieur et porter le message au niveau de l'Afrique. Nous avons fait remettre au nouveau président de la Commission africaine une lettre appelant à la déclaration d'une décennie de l'éducation en Afrique. Cette lettre a été lue le 12 mars dernier devant 80 chefs d'État et de gouvernement à Dubaï. Nous avons été en séance, en audience avec le président du Gabon, où nous lui avons demandé la même chose. Et il a dit, écoutez, de toutes les manières, moi je fais tout ce que Sa Majesté fait, moi je suis un Marocain. Nous souhaitons que ce message aille plus loin, ce message soit traduit. Nous avons une réunion avec 39 ambassadeurs de pays africains ici à Rabat, et nous avons expliqué cela. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin pour installer Temkin dans tous les pays africains. Temkin est une dynamique, Temkin est une vision, Temkin est une façon de transformer l'éducation au niveau de l'Afrique. Et sans l'éducation, l'Afrique ne fera pas grand-chose. C'est clair. Voilà. Temkin en chiffres, bénéficiaires, etc. Ben écoute, à ce jour, je peux dire que nous sommes aux alentours de 30 000 enseignants. Formés. Oui, introduits à ce que nous faisons. 2 500 000, 2 000 élèves, 2 200 bourses. Ce ne sont pas nos bourses, mais ce sont des bourses que nous avons facilitées, qui sont données par nos partenaires, Euromed de Fès, International de Rabat, etc. Nous avons maintenant des bourses à l'étranger, en Chine, en Inde, au Pakistan, des bourses. Et nous ne choisissons pas n'importe quel domaine. Nous orientons nos futurs boursiers vers des domaines et des compétences réellement importantes, en intelligence artificielle, en technologie de l'aviation, etc., suivant en cela les projets lancés par notre pays et les besoins de notre pays. Voilà un peu en quelque... Nous ambitionnons de donner, si nous pouvions recevoir 10 000 bourses, nous donnerions 10 000 bourses. Nous faciliterions 10 000 bourses. 2 millions de bénéficiaires, c'est à travers votre plateforme. Vos Oui, plateformes, absolument. C'est ça. Peu ou prou, ils se sont connectés, ils ont suivi des cours, ils ont été accompagnés. Réellement très simple, réellement très simple. Partout où vous êtes. Partout où vous êtes. Il n'y a pas de problème de connexion dans les régions. Une 4G. Et ça marche bien? Aucun problème. Bien, magnifiquement bien. Toutes les régions sont couvertes aujourd'hui à peu près ou pas vraiment? Toutes les régions. J'aimerais parler d'un projet qu'on va remettre et relancer. C'est le projet renforcement des compétences. Lors de nos déplacements, lors de nos caravanes, nous avions constaté que, et là les chiffres le donnent, qu'il y a un drop-out, il y a un abandon scolaire.
important pour des raisons qui ne sont pas inhérentes à l'école, mais qui sont inhérentes aux conditions de vie des uns et des autres, notamment de la fille, l'éloignement, les équipements sanitaires, etc. Et le projet consistait et consiste à installer des bornes de réception au sein des villages, au sein des ensembles d'habitation. C'est une façon d'amener l'école, le collège, le lycée en leur sein, de former les enseignants à la digitalisation des contenus, de donner des tablettes aux élèves, leur permettant d'être en totale interaction, de ne venir à l'école qu'une fois par semaine, 2 fois par semaine, et donc de se placer à partir du moment où ils sont devant la borne de réception, télécharger le contenu, répondre à cela, interagir, etc. C'est un projet que nous avions remis dans le temps à l'ancien ministre, et nous souhaitons le remettre, pas uniquement pour quelques milliers, mais pour des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'élèves. Voilà un peu parmi les choses sur lesquelles nous travaillons. Si je te donne une baguette magique et je te dis un vœu, une décision qui pour toi pourrait disrupter justement cette vision éducative au Maroc et qui nous ferait réussir, ce serait quoi cette décision? Une décision. Changer de paradigme. Lequel? Le rôle central de l'enseignant est certainement à conforter et à renforcer, mais avec une autre mentalité et une formation autour des technologies et autour de l'intelligence artificielle, comme un outil, mais pas comme quelque chose qui travaille à votre place. Et une dernière question, si tu veux bien, sous forme peut-être de plaidoyer ou de message, parce que notre audience, c'est aussi beaucoup de jeunes qui sont conscients des carences de notre système éducatif, beaucoup de jeunes qui sont sortis de ce système et qui aujourd'hui soit ont abandonné définitivement, soit ont repris d'autres parcours. Que leur dire pour qu'ils gardent confiance dans leur pays et dans la capacité de résilience pour penser que l'éducation demain sera meilleure? Mais en fait, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas un autre choix que de reprendre les choses sont en train de se mettre en place. Il n'y a pas de choix. Ça ne se fera pas à l'extérieur. Les opportunités n'existent pas à l'extérieur. C'est ici, à l'intérieur de notre pays, il y a des possibilités et je le vois chaque jour. Je le vois chaque jour. S'asseoir et attendre que ça se passe n'est pas une solution. D'accord ? Oui, n'est pas une solution. Donc ça veut dire... Entreprendre par soi-même, oui, avec les autres, s'ouvrir, apprendre, chercher. Et donc c'est là où tu dis, toi, les 4 variables sont à traiter en même temps. Absolument. Avec autant de force, parce que l'enseignant tout seul n'y arrivera pas. Non. Parce que lui, il a un enjeu de changement de paradigme éducatif, pédagogique avec la technologie. Ça veut dire que les parents ont un véritable rôle à l'intérieur de la maison, d'où la nécessité d'avoir une approche intégrée, quel que soit le système pédagogique. Ça veut dire la gouvernance aussi de notre système éducatif qui doit aussi se repenser, bien évidemment, parce que c'est fondamental. Et quand je dis gouvernance, c'est bien sûr l'établissement, c'est les acteurs administratifs, etc. Mais enfin, est-ce qu'effectivement la tutelle, qui est le ministère de l'Éducation aujourd'hui, n'a pas effectivement aussi une doctrine nouvelle à écrire? Bon, le monde autour de nous change, c'est tout à fait normal. Les technologies... Prenons, tu parlais d'intelligence artificielle et nous échangeons. J'étais à une réunion à Rome autour de cela et à la fin de la journée, 3 jours de discussion, je posais la question, est-ce que l'intelligence... Tout le monde semblait dire dans leurs interventions que c'est ChatGPT, c'est cela. Mais en fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas uniquement ça. C'est beaucoup plus d'outils, c'est beaucoup plus de moyens, c'est beaucoup plus dont nous avons certainement besoin et que nous ne pouvons pas éviter. Mais nous avons les compétences pour les entreprendre, pour les utiliser, encore une fois, de manière conséquente, responsable et éthique.
le ministère de tutelle n'est pas en vase clos. Il a un environnement avec lequel il traite. Il a des élèves, il a des parents, il y a des syndicats, il a des obligations auxquelles il fait face. Donc il est appelé à transformer son approche, à modifier son approche. Dans son interaction avec le conseil, par exemple, cette approche est à revoir. Voilà. Merci pour cette conversation délicieuse. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous l'avez compris, le système éducatif n'a pas besoin que d'une révolution technologique, il a surtout aussi besoin d'une révolution culturelle, d'un changement de paradigme pour l'ensemble des parties prenantes. Et je pense que c'est comme ça qu'on fabriquera le Maroc de demain, le Maroc inclusif, avec l'ensemble de ses enfants. Et on continuera à donner envie de Maroc, envie de rêver au Maroc et pour le Maroc. À très bientôt.